En soins préhospitaliers d'urgence, les techniciens ambulanciers paramédics doivent inévitablement acquérir les connaissances nécessaires pour pouvoir faire les appréciations adéquates sur tous les types de patients. Donc, en traumatologie, il est super important de connaître tous les types de pathologies qui sont liées pour pouvoir éviter en fait que le patient développe des complications, mais également pour pouvoir donner les soins adéquats, dont les soins immédiats, prioritaires et nécessaires. Donc, dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qu'est un choc hémorragique. Et suite à cette lecture, vous allez pouvoir éventuellement connaître les différentes définitions sur le choc hémorragique, les changements physiologiques, les manifestations cliniques, ainsi que comment en fait traiter un patient dans ce type de situation. Donc, pour commencer, je vais faire une brève description de ce qu'est un choc hémorragique. C'est quand la personne a une perte importante de sang qui crée une insuffisance de la circulation sanguine dans l'entièreté du corps et amène une hypoperfusion cellulaire. Ce manque d'oxygène au niveau des cellules fait en sorte que c'est pas en fait convenable pour le fonctionnement des besoins métaboliques, ce qui peut éventuellement mener à la mort, soit par l'acidose métabolique ou la mort cellulaire. La mort cellulaire, en fait, c'est dû au fait qu'il n'y a plus d'oxygène. Donc, les cellules passent du mode aérobique avec oxygène à anaérobique sans oxygène. Ça va faire en sorte qu'il y aura une nécrose cérébrale. Cette nécrose cérébrale va altérer les fonctions vitales qui partent de l'encéphale, comme par exemple la respiration par le bulbe rachidien. Ensuite, l'acidose métabolique, c'est quand en fait il y aura une diminution de l'efficacité des échanges qui se font à l'intérieur du corps. Donc, les pyruvates vont être changés en lactate et ensuite en acide lactique puisqu'il n'y a plus d'oxygène. L'acide lactique fait en sorte que le pH sanguin du corps est plus acide, ce qui crée une acidose métabolique. Si ces problématiques-là en fait ne sont pas réglées, la personne peut décéder. Lors du choc hémorragique, la personne va passer par 3 phases. La phase compensée, décompensée et irréversible. La phase compensée, en fait, c'est quand les différents systèmes vont se regrouper afin de compenser la perte de volume sanguine. Elle va également permettre au corps d'avoir une pression artérielle adéquate en fait pour la perfusion cellulaire. Ensuite, la phase décompensée, c'est quand en fait les mécanismes compensatoires précédents ils commencent à être insuffisants. Donc, si l'hémorragie n'est pas contrôlée, la pression artérielle peut chuter puisqu'il va y avoir une perte constante de liquide. Donc, à ce moment-là, le système systémique va essayer d'agir le plus fortement possible pour essayer de remédier à l'hypoperfusion et au manque d'oxygène dans les cellules. Et finalement, la dernière phase qui est irréversible, c'est qu'en fait, les deux phases précédentes en fait ne sont plus efficaces. Donc, ça fait en sorte que le corps va ressentir une faiblesse de tout le système qui va faire en sorte que les différents organes vont commencer à se détériorer, ce qui peut amener éventuellement à la mort. Ensuite, je vais vous expliquer les changements physiologiques qui arrivent pendant les 3 phases précédentes. Donc, la première, c'est l'hypovolémie. En fait, c'est quand les barorécepteurs, qui sont la carotide et l'aorte, ils détectent en fait qu'il y a une perte de liquide dans le corps. Donc, ils vont envoyer un message au centre vasomoteur d'essayer de compenser en fait la perte de liquide. Donc, il va y avoir une vasodilatation des vaisseaux sanguins qui va faire en sorte que la fréquence cardiaque va augmenter. Donc, ça va faire en sorte que le cœur, en fait, il va contracter plus pour permettre une meilleure circulation sanguine et une meilleure oxygénation. Pour ce qui est de la stimulation hormonale, les glandes surrénales qui se situent au-dessus des reins vont sécréter l'adrénaline. L'adrénaline va faire en sorte que l'augmentation de la fréquence et la contractibilité cardiaque va se faire plus rapidement. Ensuite, la noradrénaline va être sécrétée afin d'augmenter la résistance périphérique totale. Lors du choc hémorragique, il y a une perte importante de liquide et le sang qui se retrouve à l'intérieur du corps va devenir plus concentré. Donc, il va plus y avoir de soluté vasculaire. Il y a des récepteurs qui vont capter cette information-là et ils vont envoyer un message à l'hypophyse qui se situe dans l'encéphale de sécréter l'ADH. L'ADH, en fait, c'est une hormone qui permet de réabsorber l'eau dans les cellules rénales et d'augmenter la tension artérielle. La compensation rénale, c'est quand il y a une diminution de la tension artérielle au niveau des reins qui va amener la sécrétion de la rénine. La rénine, en fait, c'est une substance qui va amener un enchaînement de réactions qui va permettre une vasoconstriction. Et cette vasoconstriction-là va amener une augmentation de la tension artérielle.
Lors du choc hémorragique, la tension artérielle va diminuer et il va y avoir une hypoxie qui va s'installer petit à petit. En fait, ça c'est quand le système sympathique il va amener une vasoconstriction de tous les vaisseaux sanguins dans l'entièreté du corps. Le manque d'oxygène va faire en sorte que les cellules vont tomber en mode anaérobique, donc sans oxygène, et le débit cardiaque va diminuer, ce qui va faire en sorte que la personne peut tomber en détresse respiratoire. Pour la compensation respiratoire, il se peut que le patient qui soit en choc hypovolémique ait un sentiment de soif. Ça, c'est dû en fait au fait que l'hypothalamus va stimuler le centre de la soif pour essayer d'augmenter les pertes de liquide. Ensuite, l'acide lactique, qui est créé par le manque d'oxygène, va être converti en CO2 et éliminé par les poumons. Ça, en fait, on va pouvoir observer ça par le fait que le patient va être en tachypnée. Pour la défaillance multiviscérale, les cellules entières du corps vont se nécroser. Le système sympathique va plus être assez efficace pour augmenter la tension artérielle. Ensuite, les mouvements liquidiens vont se modifier, c'est-à-dire que le sang va se diriger vers les espaces interstitiels. Ensuite, les organes vont se détériorer rapidement, ce qui peut mener à la mort. Finalement, pour le cycle de décompensation cardiaque, c'est quand le myocarde est affecté par l'insuffisance de la circulation sanguine, ce qui fait en sorte qu'il y aura une efficacité de la contractibilité du cœur. Cela amènera une ischémie cérébrale et une dépression. Donc maintenant, je vais vous parler des signes et symptômes de chaque phase ainsi que des origines physiologiques. Donc pour le choc compensé, au niveau neurologique, la personne peut être agitée, elle peut être stressée, elle peut être impatiente. Ça, c'est dû au fait qu'il y a une possibilité d'ischémie cérébrale ou de déviation du métabolisme en mode anaérobique, c'est-à-dire sans oxygène. De plus, la personne peut vraiment être stressée simplement parce qu'elle ne comprend pas la situation. Ensuite, pour ce qui est de cardiaque, la personne va avoir une augmentation de la fréquence cardiaque, un pouls filant et pressant. Ça, c'est dû au fait qu'il y a une vasoconstriction. Ensuite, pour vasculaire, la personne va avoir une tension artérielle soit normale ou soit pincée. Ça, c'est dû au fait que le corps a de la misère à expulser son plein volume, mais la vasoconstriction, en fait, a fait en sorte que la diastolique, elle va rester normale. Ça veut dire que les deux chiffres vont être collés. Ensuite, pour ce qui est de la personne en général, elle peut être pâle, elle peut être cyanosée, elle peut avoir un léger sentiment de soif. Ça, c'est dû au fait qu'il y a une perte de liquide. Donc, l'hypothalamus va stimuler le centre de la soif pour essayer d'aller chercher de l'eau. Ensuite, la peau est cyanosée, c'est dû au fait qu'il y a un manque d'oxygène. Le sang il va se diriger vers les espaces, les organes qui en ont le plus de besoin. Ensuite, pour ce qui est du tonus musculaire de la personne, ça va être normal. Le pourcentage de perte de liquide, la personne dans la phase compensée peut perdre de 15 à 30 %. Ça, c'est environ 750 à 1500 ml de sang. Pour le retour capillaire, c'est 2 secondes, ce qui est quand même assez mauvais. Le retour capillaire, en fait, c'est le nombre de temps que le corps prend à se reperfuser. Puis ça, c'est dû au fait que, encore une fois, le sang se dirige vers les organes qui en ont le plus besoin. Donc, au moins aux extrémités. Fait que, c'est ça. Donc, pour ce qui est de la phase décompensée, la personne au niveau neurologique, elle peut être confuse, elle peut être léthargique et elle peut avoir moins de réactions pour ce qui est des stimuli verbales et douloureux. Ça, c'est dû au fait qu'il y a un manque d'oxygène à l'encéphale qui fait en sorte que les fonctions de celui-ci commencent à s'altérer. Ensuite, pour ce qui est de cardiaque, la personne va avoir une augmentation de la fréquence cardiaque en haut de 20 battements par minute. Leur pouls périphérique peut être absent, ils peuvent être filants, ils peuvent être irréguliers et il peut y avoir des arythmies possibles. Donc, ça, c'est dû au fait que, pour ce qui est de l'absence de pouls périphérique, il y a une diminution de la circulation sanguine et de l'oxygène qui fait en sorte que le sang, en fait, il va partir des extrémités majoritairement pour se diriger vers les organes qui en nécessitent le plus, comme par exemple le cœur et l'encéphale. Ensuite, pour ce qui est de l'augmentation de la fréquence cardiaque, c'est le système sympathique qui va faire une vasoconstriction périphérique pour essayer d'augmenter la fréquence cardiaque et permettre une meilleure circulation sanguine dans l'entièreté du corps. Ensuite, on a au niveau vasculaire, la personne va tomber en hypotension, donc en bas de 90 pour sa systolique ou 30 de moins pour ses valeurs normales. Donc, ça, c'est dû au fait que normalement, tu as un vaisseau sanguin et tu as une quantité de sang
qui passe à l'intérieur. Donc, si la personne est en perte de liquide, il y aura une diminution de la circulation sanguine dans le vaisseau sanguin, qui va faire en sorte qu'il y a une diminution de la pression artérielle. Ensuite, on a au niveau pulmonaire, la personne va avoir plus de 30 à 40 respirations par minute, ce qui est très rapide. Et elle peut également avoir des respirations superficielles. Ça, c'est dû au fait qu'il y a un manque d'oxygène dans la sortie du corps. Donc, la personne va essayer de respirer plus, en fait, pour aller chercher l'oxygène. Ensuite, pour ce qui est la personne en général, elle peut avoir un grand sentiment de soif, encore une fois causé par le fait que l'hypothalamus va stimuler le centre de la soif pour essayer d'augmenter les pertes de liquide. La personne va avoir la peau pâle, cyanosée. C'est encore une fois dû au fait qu'il y a une diminution de la circulation sanguine et d'oxygène. Ensuite, la personne peut être en mydriase. Donc, les pupilles vont être beaucoup plus dilatées. C'est dû au fait qu'il y a un relâchement des muscles oculaires dû au manque d'oxygène. Puis, la personne peut avoir une température basse. Donc, la peau va être froide. Et ça, c'est dû au fait que, en fait, la majorité pas la majorité, mais il y a une quantité de chaleur qui provient de la respiration cellulaire. Donc, s'il y a moins d'oxygène dans le corps, la personne va avoir plus froid et peut éventuellement tomber en hypothermie. Pour ce qui est du retour capillaire, c'est de 3 secondes et plus, ce qui est très mauvais. Ça, c'est dû au fait que, en fait, c'est le nombre de temps que la peau prend à se reperfuser. Ensuite, pour ce qui est du tonus musculaire, la personne va être beaucoup plus faible. Elle peut sentir des malaises. Ça, c'est à cause que l'encéphale a moins d'oxygène. Donc, toutes les parties de celui-ci commencent à s'altérer. Donc, le cervelet se situe en arrière de la tête et il est responsable en fait du maintien de l'équilibre. Pour ce qui est des pourcentages de perte de liquide, ça passe de 30 à 40 %, ce qui est environ 1500 à 2000 ml de sang. Finalement, pour la phase décompensée, la personne au niveau neurologique peut ressentir une léthargie super intense. Elle peut également tomber inconsciente puisque l'hypoxie cérébrale fait en sorte que toutes les fonctions de celui-ci s'altèrent. Donc, la personne s'affaiblit. En fait, tous les systèmes s'affaiblissent. Ensuite, pour ce qui est au niveau cardiaque, la personne va avoir une baisse de la fréquence cardiaque, puisque dans les phases précédentes, le corps essaie de compenser en augmentant en fréquence, mais là, le corps est juste trop faible pour pouvoir, donc la personne tombe en bradycardie. Ensuite, pour ce qui est de vasculaire, la personne tombe en hypotension beaucoup plus sévère, donc en bas de 60 en systolique. Et même avec les soins des paramédics, en fait, la personne a des faibles chances de pouvoir remonter sa tension artérielle. Ensuite, pour ce qui est de pulmonaire, en fait, la respiration va tomber de très rapide à très lente et même parfois en chain stroke. Donc, pour ce qui est d'une respiration lente, c'est dû au fait que la personne, une fois encore, dans une phase précédente, essaye de compenser en augmentant sa fréquence respiratoire, mais dans la phase irréversible, en fait, la personne est juste trop faible pour effectuer toutes ces fonctions-là. Et pour ce qui est de la respiration de chain stroke, ça arrive puisqu'il y a une hypoxie cérébrale qui fait en sorte que toutes les fonctions de celui-ci commencent à s'altérer, dont le tronc cérébral qui permet la respiration. Et pour ce qui est de la petite séquence d'hyperventilation, c'est dû au fait que quand la personne est en acidose métabolique, lors d'un choc hémorragique, ça fait en sorte que elle accumule le CO2 à l'intérieur d'elle puisqu'elle est trop faible pour l'expirer. Donc, la personne va avoir une légère période d'hyperventilation. Je vais insérer un exemple pour vous montrer après les informations, des signes et symptômes et origine physiologique. Pour ce qui est de la personne en général, elle va plus avoir de sentiments de soif. Elle va encore avoir la peau plus froide, plus pâle, plus cyanosée, qui est dû au fait qu'il y a un manque d'oxygène, un manque de circulation sanguine. Et la personne va être également en mydriase, les PPI qui vont être plus dilatées. C'est dû au fait, encore une fois, qu'il y a un relâchement oculaire dû au manque d'oxygène. Ensuite, pour ce qui est du pourcentage de perte sanguine, ça tombe de 40 % et plus. C'est quand même assez beaucoup. C'est plus de 2000 ml de sang.
Pour ce qui est du retour capillaire, c'est plus de 5 secondes, ce qui est également très beaucoup. C'est dû au fait, encore une fois, que le sang, en fait, il va partir des extrémités pour se rendre dans les organes qui en ont le plus besoin. Donc, il y aura un manque d'oxygène au niveau des extrémités, un manque de circulation sanguine. Et pour ce qui est du tonus musculaire, la personne peut être très faible, très très faible, et également tomber inconsciente. Donc, plus avoir de tonus, qui est dû également au manque d'oxygène dans l'entièreté du corps. Voici une respiration d'un patient de Chenston. Donc, il commence par commencer avec une respiration normale. Ensuite, il tombe en tachypnée. Il tombe en bradypnée. Puis, il s'arrête. Et il recommence. Lors d'une situation où le patient est en choc hémorragique, il est important que les paramédics appliquent les bonnes appréciations, observent les bons éléments, administrent les bons soins prioritaires immédiats nécessaires. Et je vais également prendre le temps d'expliquer certaines raisons pourquoi on applique certains soins et les observations. Donc, pour les appréciations, la première, c'est celle du DPRN PRIC. Les paramédics doivent porter attention sur la première impression du patient. Donc, dans la phase compensée, ils peuvent observer si celui-ci est anxieux ou agité. Dans la phase décompensée, ils peuvent observer les signes de choc. Et pour le reste, ils peuvent regarder le tonus musculaire, la couleur de la peau, le saignement, la tachypnée, bradypnée, etc. Il n'y a pas de soins nécessaires immédiats prioritaires. La raison. Le patient peut être agité et anxieux puisqu'il y a une possibilité d'ischémie cérébrale ou de déviation du métabolisme en mode anaérobique et le patient peut également ne pas comprendre tout ce qui passe autour de lui. C'est pourquoi il peut être anxieux. Ensuite, dans le DPRN PRIC, il est important de regarder la cinétique pour permettre de comprendre quel organe pourrait être atteint et à quelle vitesse le patient pourrait se détériorer. Pour la plainte principale, les paramédics doivent évaluer le quoi et le comment. Donc, pour un patient en phase décompensée, ils peuvent regarder si celui-ci est confus ou fatigué, mais ils peuvent également regarder l'altération de l'état de conscience et la sensation de soif. Il n'y a pas de soins immédiats nécessaires et prioritaires. Les raisons. Le patient peut être confus puisqu'il peut avoir une hypoxie cérébrale. Il peut avoir un sentiment de soif puisque l'hypothalamus va stimuler le centre de la soif pour permettre d'augmenter la perte de liquide. Et il est important, dans la plainte principale, de comprendre l'événement pour mieux comprendre la cinétique. L'état de conscience, donc en phase décomposée, le patient peut être alerte ou verbal et en phase irréversible, peine ou inconscient, il n'y a pas de soins ni de raison. Dans l'appréciation des stimuli verbaux et douloureux, dans la phase décompensée et du choc hémorragique, les paramédics peuvent observer la réaction moindre aux stimuli verbal et douloureux. Il n'y a pas de soins et la raison, c'est puisqu'il y aurait une possibilité d'hypoxie cérébrale. Si le patient est inconscient, il est important de faire un CAB avant de faire l'appréciation primaire. Dans le A de l'appréciation primaire, il est important que les paramédics fassent la séquence normale, mais il y a certaines choses qui vont changer et être plus important d'observer pour le choc hémorragique. Donc, dans le A, on a le sang, édème, objet, sécrétion et l'ouverture des voies respiratoires. Et il n'y a rien à observer. Pour ce qui est des soins, ça peut être la désobstruction des voies respiratoires, la succion, canule, naso-oropharyngée au besoin. Et la raison du choc hémolymique, c'est que la gestion des voies respiratoires est essentielle pour assurer une oxygénation des cellules. Ensuite, dans le B, les paramédics devront observer la cyanose, le bruit, le tirage, le son, l'amplitude, la régularité, la fréquence respiratoire et les plaies thoraciques. Plus précisément, pour le choc hémorragique, ils doivent observer les respirations profondes dans la phase décompensée, les respirations lentes et Cheyne-Stokes dans la phase irréversible, et pour le reste, bradypnée, tachypnée, les plaies thoraciques, l'augmentation de la fréquence cardiaque, fréquence respiratoire. Les soins seront l'assistance ventilatoire et penser les plaies thoraciques. Les raisons. La tachypnée permet d'expulser le CO2. La respiration lente fait en sorte que la personne est rendue dans un choc dépassé assez avancé et qu'il y a une possibilité d'ACR. Il est important de penser les plaies pour diminuer la perte de liquide sanguin. L'assistance ventilatoire permet un maintien de l'oxygénation adéquate. Ensuite, pour le C, qui est la circulation, ils doivent observer le pouls bilatéral régulier, le rythme, la peau, la texture, la couleur, la température et les hémorragies significatives. Pour le choc hémorragique, dans la phase compensée, ils peuvent observer si le pouls est filant, absent, présent et l'augmentation de la fréquence cardiaque. Dans la phase décompensée, ils peuvent observer si le pouls est bilatéral, absent, présent, superficiel, irrégulier et les arythmies possibles. Et également les hémorragies significatives. Dans les soins, ils peuvent appliquer la défibrillation et la RCR au besoin, ainsi que le contrôle d'hémorragie pour le choc hémorragique. Les raisons. La couleur et la texture de la peau permet de voir quelle partie est hypoperfusée. Le contrôle d'hémorragie permet de diminuer la perte sanguine. Et l'absence de pouls bilatéral est un signe hypovolémique sévère. Dans le D, il est important de revalider l'état de conscience
et dans le choc hémorragique d'observer les changements d'état. Il n'y a pas de soins. Et pour les raisons, c'est refaire la séquence complète pour apporter les soins appropriés selon l'état. Dans le E, il est important d'exposer les blessures et de mettre une couverture. Dans le quoi observé pour le choc hémorragique, ce sont les blessures, il n'y a pas de soins. Et les raisons, on met une couverture pour la gestion d'hypothermie. Ensuite, la 5e étape est le vertige de stabilité après l'appréciation primaire. Donc, le patient va être instable. Il est important d'évaluer dans un choc hémorragique tous les statuts. Donc, neurologique s'il est à PU dans la phase irréversible. Le statut respiratoire, l'insuffisance, détresse, par exemple le syndrome de détresse respiratoire aiguë. Le statut hémodynamique sera le plus important, donc l'hypotension ou l'absence de pouls périphérique, bradycardie et tachycardie avec un ou plusieurs signes de choc. Il n'y a pas de soins. Et les raisons, c'est que, en fait, quand un patient est instable, il faut évacuer le plus rapidement possible puisque c'est les soins que le centre hospitalier vont apporter qui seront le plus bénéfiques. Ensuite, les signes vitaux, les paramédics pourront faire la tension artérielle, la fréquence cardiaque, fréquence respiratoire, la température, la saturométrie. Pour la tension artérielle, dans une phase compensée, il est important de regarder si c'est normal ou pincé. Et dans la phase décompensée, c'est s'il y a des indices de choc et une hypotension. Dans la fréquence cardiaque, à partir de 100 battements par minute, la personne commence un début de phase compensée. Pour la fréquence respiratoire, à partir de 20 à 30 respirations par minute, il est également un début de phase compensée. Il est important de faire la saturométrie pour la température et le choc hémorragique. Il est important d'observer la baisse. Pour les soins, il est important, s'il y a une chute d'SPO2, de mettre un masque à O2 ou une lunette. Les raisons, la peau va être froide à cause de la vasoconstriction qui mène à une diminution de la perfusion cutanée. Ensuite, la fréquence cardiaque et respiratoire permettra de quantifier et de déterminer à quelle phase du choc hémorragique est rendu le patient. Ensuite, pour les appréciations spécifiques, il y a le Glasgow, Richmond, TCO2, glycémie, AVPU, mais pour un choc hémorragique, il est important d'observer le retour capillaire, les pupilles s'ils sont en mydriase dans la phase décompensée, et le Glasgow, si à quel niveau le patient est orienté. Donc, les raisons, le TCO2 permet de détecter les changements hémodynamiques et le retour capillaire permet de mesurer le temps nécessaire de reperfusion. Ensuite, pour l'anamnèse, les paramédics pourront faire le OPQRST simple dans les appréciations normales, mais pour le choc hémorragique, il est important d'être rapide et de poser les questions seulement qui sont nécessaires. Donc, dans le O, on peut poser quand ça a débuté. P, qu'est-ce qui a provoqué? R, l'endroit de l'hémorragie. A, les allergies aux médicaments. M, les médicaments comme par exemple bêta-bloquants ou anticoagulants. E, événement déclencheur. Ensuite, dans les appréciations secondaires, on a neurologique, musculo-squelettique, le tésinon et le claploïde. Plus particulièrement dans le choc hémorragique, nous allons pouvoir observer le TLI. Donc, si le patient est plus, moins ou autant confus. Musculo-squelettique, on peut observer la perforation, la lacération, les contusions, les saignements et essayer de déterminer combien de millilitres de sang il y a. Et il n'y a pas nécessairement de soins immédiats prioritaires ou nécessaires. Et les raisons, le TLI permet de déterminer le niveau d'hypoxie cérébrale. Le claploïde, plus précisément perforation, lacération, contusion, saignement, permet d'évaluer en fait c'est quoi le type d'hémorragie et à quel pourcentage pourrait être associé la perte de liquide et quel organe pourrait être visé. Donc, lors d'un choc hémorragique, il se peut que les patients développent certaines complications, comme par exemple la coagulopathie et la triade de la mort. Donc, voici un petit schéma qui peut permettre davantage de comprendre la triade de la mort. Donc, on commence par la coagulopathie. C'est dû au fait que le patient manque d'un facteur qui permet de faire la coagulation du sang, comme par exemple une enzyme ou une protéine. Ensuite, nous avons l'acide lactique, qui est dû au fait qu'il y a une acidité du pH causée par le manque d'oxygène. Ça va mener à l'acidose métabolique où tout le pH sanguin devient acide. Si tout devient acide dans le corps, ça inclut également les cellules cardiaques. Si les cellules cardiaques sont trop acides, ça fait en sorte qu'il y aura une diminution de la performance du myocarde quand il veut contracter. Ensuite, pour ce qui est de l'hypothermie, en fait, la chaleur provient majoritairement de la respiration cellulaire. Donc, s'il y a un manque d'oxygène dans le corps, ça fait en sorte que le patient devient beaucoup en hypothermie. Ensuite, les facteurs qui peuvent altérer la coagulation, c'est par l'hypothermie, c'est le fait que si tout le système devient froid, les échanges se font moins bien, les réactions se font moins bien encore, ce qui fait en sorte que ça diminue la coagulopathie. Ensuite, le patient peut également développer un syndrome de détresse respiratoire aiguë. Donc ça, c'est souvent une évolution de l'édème aigu pulmonaire. Donc, en fait, c'est quand il y a une accumulation de liquide dans les poumons qui fait en sorte que les échanges
ils vont vraiment moins bien se faire, donc il va y avoir un manque d'oxygénation. Ensuite, il peut y avoir une insuffisance rénale, donc ça c'est une détérioration des fonctions rénales, comme par exemple une diminution de la filtration du sang, une diminution de la sécrétion de certaines hormones, ça peut être une diminution de l'élimination de déchets par l'urine, etc. De plus, le patient peut également développer une insuffisance hépatique. Donc, le choc hémorragique va endommager le foie, ce qui va faire en sorte que le patient peut par exemple développer une accumulation d'acide. Sa peau peut devenir jaunâtre dû au problème hépatique. La coagulation va moins bien se faire puisqu'il y aura une efficacité au niveau de la synthétisation des protéines adéquates, etc. Finalement, il y a la dernière complication qui est la défaillance multiviscérale. C'est quand en fait il y a une détérioration de l'entièreté du corps, donc des systèmes, des organes, ce qui fait en sorte que la personne va éventuellement décéder. Finalement, le choc hémorragique est une situation très grave où la personne va perdre une grande quantité de sang qui va mener à une hypoxie du corps entier et à une diminution de la perfusion sanguine. Je pense qu'il est super important que les paramédics, en fait, ils font leurs interventions de façon minutieuse, tout en étant rapide pour éviter, en fait, toutes les complications, pour essayer de maintenir ou améliorer les manifestations cliniques. Et c'est également, en fait, le centre hospitalier qui va apporter les soins qui seront plus bénéfiques pour la survie du patient. C'est pourquoi les paramédics doivent tout de même être assez rapides dans leurs interventions. Je pense que ça pourrait être une bonne idée de faire une deuxième vidéo, mais cette fois-ci en comparant deux types de chocs, comme par exemple celui de choc hémorragique et cardiogénique, pour voir en fait de différencier les interventions qu'un paramédic peut faire et c'est quoi les chances de survie selon les interventions des paramédics.